Du coup, bonjour à tous. Nous ouvrons donc ce webinaire pour présenter le baromètre de la qualité du haut travail dans l'économie sociale et solidaire en Occitanie. Donc, je vous remercie d'être présent pour cette réunion. Sans plus tarder, je vais vous présenter un petit peu le déroulé de ce webinaire. Nous avons tout d'abord une petite présentation de l'UDES et de Quorum par leurs délégués régionaux respectifs, donc Pascal Weiss pour l'UDES, Arnaud Delbar pour Quorum. Ensuite, une présentation donc, du fameux baromètre qualité du haut travail en région Occitanie, faite par Nathalie Lair, donc chargée de mission santé et qualité du haut travail de Quorum. Et ensuite, nous irons sur une petite partie témoignage qui durera 15 minutes, donc avec M. Pierre Périlou, directeur ressources humaines et patrimoine à l'UMT Mutualité Terre-Doc, qui intervient sur les départements du Tarn et de l'Ariège, et une présentation par Pascal Weiss des outils UDES dont vous pouvez vous servir. Le webinaire se conclura sur 15 minutes d'échange. Pour vous faire un petit rappel de l'utilisation de ce webinaire, vous avez deux possibilités d'interagir avec nos intervenants. Donc un QR, en bas de votre écran, normalement il apparaît donc deux petites bulles QR sur lesquelles vous pouvez poser vos questions. Donc là, les intervenants pourront vous répondre à la fin de cette présentation. Et un chat où vous pouvez interagir, donc par exemple apporter des témoignages, des éléments complémentaires. Pour toutes les questions, je vous demanderai plutôt de les basculer sur le QR. Voilà. Donc sans plus tarder, nous ouvrons donc le webinaire avec une présentation de l'UDES par Pascal Weiss et une présentation de Quorum par Arnaud Delbar. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, surtout dans ces conditions difficiles. Donc l'UDES, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais un petit rappel, donc c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire qui regroupe 23 groupements et syndicats d'employeurs, donc associations, mutuelles, coopératives et 16 branches de secteurs professionnels. Donc, au national, il y a 30 000 entreprises et à peu près 1 million de salariés. C'est la seule organisation multiprofessionnelle de l'économie sociale et solidaire et elle rassemble et fédère 80% des employeurs de l'ESS. En Occitanie, c'est environ 220 000 salariés, ce qui représente à peu près 12% de l'emploi, c'est-à-dire que nous comptons, et 23 000 établissements, soit 10% du total des établissements de la région. L'UDES est le seul partenaire social de l'ESS. Elle porte la parole collective des employeurs de l'ESS auprès des pouvoirs publics en région, des partenaires sociaux et des acteurs territoriaux, mais aussi au national, puisque là, elle est invitée à la cellule de crise au niveau national avec le ministre, avec Monsieur le maire. Elle travaille sur les questions liées aux politiques d'orientation, d'emploi et de formation professionnelle. Au regard de sa participation au développement de l'emploi et de l'activité économique, elle contribue aux politiques régionales et aux démarches territoriales. C'est dans ce cadre que nous faisons ce webinaire. Elle assure la défense et la promotion des intérêts de l'ESS et solidaire. On a aussi pu défendre les spécificités des employeurs de l'ESS dans les cellules de crise régionales. Pour exemple, demain, il y a une cellule de crise avec le préfet et Madame Delga, donc présidente de la région, à laquelle nous sommes invités pour porter la parole des associations et de l'ESS. Le DES, bien sûr,
dans ce cadre-là et soucieuse de la qualité de vie au travail dans les entreprises de l'ESS, qui souvent sont des petites entreprises, hein, sauf les grosses mutuelles qui regroupent beaucoup de... Donc, on a développé un partenariat depuis plusieurs années avec Corom. Et à cette occasion, nous allons vous présenter le 3e baromètre QVT. Cette webconférence a été imaginée pour vous présenter les résultats de l'enquête, faire le lien avec vos préoccupations en cette période de crise et essayer d'améliorer dans vos entreprises le climat social par la QVT. Voilà ce que je peux dire sur l'UDES. Je suis dans le timing. Merci Pascal. Je cède tout de suite la parole à Monsieur Arnaud Delbar pour une présentation de Corom. Bonjour à tous, je me présente, Arnaud Delbar, je suis délégué régional Corom, je suis basé à Montpellier. Je remplace mon collègue Julien Signoret de Toulouse qui est aujourd'hui. Donc, bienvenue à notre webconférence qui va traiter du dialogue social et de la qualité de vie au travail. Pour débuter ce webinaire, si vous le permettez, je voudrais juste vous dire quelques mots sur Corom. Corom, c'est la première mutuelle d'assurance pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous assurons environ 700 000 salariés et dirigeants en France, soit 30% des effectifs de l'ESS et 23 000 structures. Corom fait partie du groupe Vive, qui est le premier groupe mutualiste français avec plus de 10 millions de personnes protégées. Et nous sommes bien sûr partenaires de l'UDES depuis très longtemps. Nous sommes organismes recommandés dans de très nombreuses branches et conventions collectives de l'ESS pour gérer la prévoyance et la santé des salariés. Nous couvrons à ce jour environ une vingtaine de conventions collectives sur tout le champ du secteur social, médico-social et sanitaire, pour ne citer que ceci. Et à noter que nous intervenons également dans le domaine de l'assurance des biens et dans la gestion des indemnités de fin de carrière. Et bien sûr, nous mettons à disposition de nos adhérents notre centre de ressources et d'ingénierie sociale SQVT qui s'appelle le CIDES et qui intervient aujourd'hui. Et à ce titre, nous avons développé depuis 12 ans un service spécifique pour accompagner les associations en matière de santé et de qualité de vie au travail. Alors, pour vous redonner un peu l'historique, en 2013, Corom a lancé le premier baromètre national QVT dédié à l'ESS. Et cette initiative était une première et elle a été co-construite avec tous les acteurs de l'ESS, organisations employeurs, syndicats de salariés, mouvements et fédérations. Elle s'est appuyée sur un comité scientifique qui a notamment associé des universitaires et l'ANACT. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 3e édition du baromètre. Donc, nous avons un recul de 7 ans sur les perceptions et les préoccupations des acteurs du secteur. Alors, ce baromètre, il a la particularité d'interroger à la fois les salariés, mais également les dirigeants, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de baromètres dans d'autres secteurs. Et l'extraction des baromètres des résultats du baromètre régional pour l'Occitanie, elle est intéressante parce qu'elle va permettre de comparer nos résultats régionaux aux résultats nationaux. Voilà, pour finir, je rajouterai que nous sommes à votre écoute en Occitanie pour vous proposer notre accompagnement personnalisé. Donc, je vous souhaite un bon webinaire à tous et je vais passer la parole à ma collègue du CIDES. Ok, ça. Ok, je pense que c'est bon, oui, vous visualisez, oui. J'espère. Voilà. Donc, Arnaud a déjà dit plein de choses sur l'origine du baromètre. Moi, je vais juste préciser que je fais partie d'une petite équipe qui s'appelle le pôle santé qualité de vie au travail, où on intervient justement, où on est en appui auprès des adhérents pour les aider à développer ou améliorer leurs pratiques, leurs démarches en matière de prévention et de qualité de vie au travail. Donc, bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais à ce titre-là, on peut proposer soit des diagnostics, notamment QVT dans les entreprises, soit des dispositifs d'accompagnement pour mieux optimiser le document unique d'évaluation des risques ou mettre en place un plan d'action. Ça peut être animé aussi en région. On a dans des clubs prévention où on regroupe donc différentes entreprises sous un format de dialogue social, puisqu'il y a un représentant direction et un représentant des salariés qui viennent partager en fait ou exposer leurs problématiques dans l'entreprise et collectivement, voilà, on y réfléchit et ils repartent normalement
au bout d'un an avec un plan d'action bien défini. Voilà. Alors après, on a justement des webinaires, des outils, on peut mettre en place des formations, etc. Et on a effectivement deux types en fait de baromètres. Ce baromètre national dans l'économie sociale et solidaire, et puis des baromètres intra. Alors, il faut effectivement avoir une certaine taille, mais à partir de 300, 350 salariés, peut-être intéressant, et je pense qu'il y aura un témoignage dans ce cadre-là derrière, d'évaluer un peu le niveau de QVT pour mettre en place des actions derrière. Voilà, donc là, je suis là, on a extrait en fait du baromètre national les données régionales. Et donc là, l'intérêt, comme l'a dit Arnaud, c'est de pouvoir effectivement comparer les résultats régionaux au national d'une part, de les comparer aussi dans le temps, parce qu'on a un recul, donc c'est le 3e baromètre, on en fait un tous les 3 ans. Donc voilà, voir un peu ce qui a pu évoluer. Et puis, c'est surtout un outil, j'ai envie de dire, au niveau local et en particulier au niveau de l'entreprise pour réfléchir dans le cadre du dialogue social avec donc les représentants du personnel sur les priorités d'action. Voilà. Alors, juste quelques mots sur la méthode. Elle est simple dans le cadre de ce baromètre. On dit qu'un baromètre qui va bien marcher, c'est un baromètre qui est bien construit et qui est court. Donc, c'est un questionnaire de 15 minutes à peu près que vont remplir donc à la fois les salariés et les dirigeants, parce que c'est quand même bien notre particularité par rapport à d'autres baromètres qui existent dans d'autres secteurs où on n'interroge que les salariés souvent. Donc là, c'est intéressant. Et donc, ça va permettre effectivement d'avoir des données plus précises sur votre région. Alors, on l'a fait, bien sûr, c'était avant la période du Covid, on a des données, mais ça donne des tendances de fond quand même sur l'organisation, sur le management, sur un certain nombre de thématiques. On a pu recenser donc, sur votre région 514 répondants. C'est à peu près un petit peu moins de 10% du niveau national. Bon, ce n'est pas énorme, c'est en diminution, il faut le dire, par rapport à il y a 3 ans. Il y a une chute en fait de presque de 20% du nombre de répondants. Voilà, qu'on déplore, mais bon, c'est comme ça. La population, je pense qu'on retrouve bien les caractéristiques en général dans l'économie sociale et solidaire, une majorité donc de femmes, des personnes, là particulièrement avec 60%, plus de 45 ans. Voilà, bon, là, bien sûr, on a une population de salariés, mais 13% aussi de dirigeants, des gens majoritairement pour les salariés en CDI et à temps plein. Voilà, et puis on est dans des structures qui représentent la grosse partie, bien sûr, du secteur, beaucoup d'associations, 84%, et ensuite viennent les mutuelles. Les autres structures sont beaucoup plus petites, enfin moins représentées. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la QVT pour les professionnels d'Occitanie ? Alors, on a cherché au départ, c'est la première question qu'on pose dans ce baromètre, c'est de mesurer le niveau de satisfaction des gens. À la limite, peu importe que pour les uns, c'est l'ambiance dans le travail, c'est le contenu du travail, etc. Là, c'était de mesurer ce qu'on appelle un peu le bien-être au travail, de savoir aujourd'hui comment ils se sentaient. Alors là, c'est tout confondu. Dirigeants et salariés, on voit qu'on a plus de 3/4 donc des personnes qui ont répondu qui se disent satisfaites. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Après, on a comparé par secteur. On a pu le faire que sur les associations par type de structure, je veux dire. Les associations ou les mutuelles. Mais on voit là déjà qu'il y a des écarts très importants. Je pense qu'on l'a dit au début, le fait, la taille de la structure, il fait beaucoup. C'est sûr que dans les associations, on va plutôt être dans des petites entités. La satisfaction risque d'être plus élevée parce que, contrairement aux mutuelles, on est plus près du service qu'on va rendre. Voilà, il y a moins d'intermédiaires.
une des raisons qui est évoquée. Alors, ça, c'est un taux de satisfaction général. Il était important de le dissocier suivant les populations, donc parce que le positionnement, effectivement, n'est pas le même entre, bien sûr, les salariés et puis les dirigeants. Là, on se rend compte, alors, je ne vois pas tout sur mon écran, là, c'est un peu sauté. Mais là, effectivement, on se rend compte que pour les salariés, donc la satisfaction par rapport à il y a 3 ans, donc a progressé. Donc voilà, elle est à peu près au niveau, on a mis les chiffres un peu du national pour regarder, donc on est un tout petit peu au-dessus de la satisfaction des salariés au niveau national. Par contre, regardez, on a mis le CSA nous a fourni des données sur les taux de satisfaction dans d'autres secteurs d'activité pour les salariés. Et là, on voit qu'on est quand même en deçà, avec un taux de 80% d'identifiés dans d'autres secteurs par rapport au nôtre, pour les salariés. C'est quand même à préciser. Côté des dirigeants, on voit que c'est une grande stabilité, vous le voyez. On a plutôt en Occitanie des dirigeants satisfaits de leur travail et un taux de satisfaction qui est donc supérieur au niveau national. Voilà. Autre élément, alors là, on n'est pas sur la satisfaction par rapport à leur travail, on est plus au niveau on leur a demandé d'évaluer les mesures, on va dire, plus généralement, voilà, dans l'entreprise qui vont faire qu'ils se sentent ou pas bien dans leur travail. Et là, on voit que, comme c'est cohérent par rapport à ce qui a été dit avant, pour les salariés, donc il y a une augmentation de la note moyenne attribuée à la qualité de vie au travail dans l'entreprise. Je rappelle que c'était une échelle de 1 à 10. On leur demandait très précisément de noter de 1 à 10 quelle était la qualité de vie au travail dans leur structure. Donc, on a là 6,3% en 2019 et 7% pour les salariés. Ça a tendance un tout petit peu à descendre, mais bon, ce n'est pas très important. On est dans les moyennes nationales par rapport à ça, c'est très clair. On peut se dire quand même que ce n'est pas énorme, c'est positif, mais qu'il n'y a pas eu de forte progression d'identifier, en tout cas de perçus, notamment par les salariés, au niveau de l'amélioration de leur qualité de vie au travail. Alors ça, c'est un chiffre, c'est une moyenne. On fait attention quand même aux moyennes en règle générale. C'est pour ça qu'on leur a demandé de préciser si pour eux, quelle était la part de ceux qui estimaient que la qualité de vie au travail dans leur entreprise s'était améliorée, était restée inchangée ou s'était dégradée. Et là, donc c'est clair, pour les salariés d'ailleurs comme pour les dirigeants, on a les portions la part la plus importante correspond à des gens qui estiment que ça s'est dégradé. Donc c'est même du côté de l'amélioration, c'est quand même un peu inquiétant de voir que de 2016 à 2019, la part des professionnels qui estiment qu'elle s'est améliorée, c'est quand même réduite. Alors, on est aussi là, il n'y a pas de spécificité en Occitanie, on est dans les tendances aussi qu'on retrouve au niveau national. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça aussi, là, on a voulu vraiment savoir qu'est-ce qui faisait que dans le cas où la QVT pour eux s'est améliorée, c'était basé sur quoi? Et inversement, s'ils estiment que ça s'est détérioré, sur quoi à quoi ils estiment que c'est lié. Alors, on n'a pas pu le faire pour les dirigeants parce qu'on n'avait pas assez, on avait une population trop petite. Par contre, on l'a fait effectivement pour les salariés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a à peu près trois grands facteurs qui visiblement sont déterminants à la fois de l'amélioration ou de la dégradation de la qualité de vie au travail. Voilà. Donc, et ça, alors, non, je parlerai, il y a une spécificité quand même dans votre région, mais ce qui ressort, et là aussi au niveau national ou d'autres régions,
c'est la question de l'ambiance. L'ambiance de travail est considérée comme le grand facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail dans vos structures. Voilà. Donc, inversement, si ça se passe mal, compte tenu, comme je disais, s'il y a des tensions, etc., ça va par contre être un gros facteur de détérioration en même temps de la qualité de vie au travail. Il y a la question de l'ambiance. Pardon, j'ai parlé de l'ambiance, des changements au niveau du travail. Alors, ça, c'est général. Hein. On le voit quand on regarde d'autres études faites sur d'autres baromètres hein, ou d'autres études de climat social, que les changements organisationnels sont des facteurs très perturbants pour les salariés qui sont vraiment source de risques psychosociaux. Voilà. Ce qu'on voit quand même, et ça se développe quand même, c'est que ça paraît aussi aujourd'hui, alors qu'il y a 3 ans, c'était certain que c'était l'un des plus grands facteurs de dégradation de la QVT, ça apparaît aussi comme un facteur pouvant améliorer aussi la qualité de vie au travail. Voilà. Les gens commencent à voir l'impact aussi que ça peut avoir sur la rationalisation de leur activité, l'organisation hein, plus générale de l'activité. Voilà, et je voulais en venir sur votre région, la particularité que comme 3e facteur important de détérioration ou d'amélioration, on a la question de la reconnaissance des compétences qui monte qui est un des facteurs importants pour les salariés. Voilà, donc ça, alors la reconnaissance, c'est aussi un thème très vaste. Hein, voilà, hein, c'est un vrai sujet de dialogue social, j'ai envie de dire. En tout cas, là, ça questionne la place du salarié dans l'organisation. Comment il est reconnu, comment on lui confie des responsabilités, comment il est rémunéré également. Voilà, et puis aussi, parce que ça, c'est qu'un facteur qui n'apparaît dans les points négatifs, c'est la question des moyens humains et financiers, où on voit que les salariés ont le sentiment qu'à ce niveau-là, ils ont de moins en moins justement de moyens pour travailler. Voilà. Bon, ça, je vais passer assez vite, mais c'est toujours intéressant de voir si les salariés ou les dirigeants recommanderaient leur société. J'ai envie de dire, on n'est pas à 100%, donc ça veut dire qu'il y a quand même il y a aussi des choses à améliorer. Celle-là, par contre, je la trouve intéressante, surtout dans le contexte actuel. Donc là, on était avant Covid. Et on peut voir que globalement, le niveau de confiance, là si on parle des salariés, n'est pas énorme. Il est supérieur, vous le voyez, à la moyenne nationale. Mais voilà, on peut se dire, il y a quand même 39% de personnes qui ne se sentent pas du tout en sécurité, en insécurité professionnelle. C'est énorme. Et encore plus inquiétant, c'est la chute de la confiance des dirigeants avant Covid, sur l'avenir, leur propre avenir, celle de l'entreprise, etc. Voilà. Donc là, on peut s'interroger sur aujourd'hui, dans cette période vraiment d'insécurité, voilà, comment remobiliser et comment des managers vont pouvoir remobiliser des salariés voilà, pour diminuer cette insécurité. Une insécurité qui est essentielle pour bien pouvoir travailler et pouvoir avoir un impact justement sur leur santé. Donc voilà, c'était un peu les données un peu générales sur les résultats pour les professionnels d'Occitanie. On a mis en avant, mais là aussi, je l'ai passé très vite parce que je pense que c'est des choses que, voilà, en tout cas que les professionnels vivaient au quotidien, sur les points d'appui, c'est-à-dire sur lesquels une entreprise aujourd'hui doit maintenir ou faire très attention. On a, bon, qui c'est lié à l'activité, hein, c'est le fait que
les gens aujourd'hui se sentent bien parce qu'ils ont un travail varié et parce qu'ils ont ce sentiment d'être utiles, parce qu'en face d'eux, ils ont un usager, voilà, un travail, voilà. Donc ça c'est des choses. Depuis 6 ans qu'on met en place ce baromètre, ces taux-là ont très peu varié. C'est la clarté des objectifs également, ça ressort et ça a augmenté. Ça veut dire que là, il y a eu des gros efforts aussi de fait pour sûrement bien repréciser voilà, la place de chacun dans l'organisation. Voilà. Aussi peut-être avec des réorganisations, des changements voilà, mis en place. L'ambiance, ben, j'en ai parlé, hein, ça fait un des facteurs en tout cas aussi protecteur de la santé. Et là, on voit que globalement, en tout cas, les gens sont plutôt, pensent plutôt, hein, majoritairement, que ça permet le secteur dans lequel ils sont permet de bien travailler grâce à de bonnes relations. Sur les moyens, alors sur les moyens et l'autonomie aussi, ça c'est ce que vous entendez souvent, on entend souvent, oui, les gens se sentent libres d'organiser quand même globalement leur travail, peuvent développer des initiatives. Donc on voit là, 79%, il y a une augmentation là en 3 ans importante voilà, par rapport à ça. Sur les moyens, globalement, oui, ils disent qu'ils ont les moyens de travailler, même si on a vu, hein, vous avez vu sur l'autre diapo sur les conséquences, enfin plutôt les motifs de dégradation, que pour eux c'était quand même inquiétant. Voilà. Et les points de progrès, sur quoi peut-être, alors là ça peut voilà, servir peut-être de débat là, dans le cas de dialogue social ou de travail sur des accords, par exemple. On a ce qui ressort globalement déjà depuis quelques années, c'est le sentiment quand même de charge de travail, d'avoir l'impression que le travail est interrompu sans cesse, parce que ça, c'est source réellement d'usure pour les personnes. Et on voulait mettre en avant le fait que, à la dernière question, quand on leur a demandé je reçois des consignes et des indications contradictoires, voilà, il y avait une augmentation de ce pourcentage, et comme je le disais, qui d'un point de vue de la santé mentale et psychique, est très fatigant pour les personnes. Donc là, on touche au mode plutôt d'organisation et de management qui est pratiqué dans l'entreprise. À noter aussi que bien qu'il y ait eu énormément d'efforts de mener, on a pu le constater quand on fait des diagnostics sur l'amélioration des outils de travail, la pénibilité du travail, les professionnels font remonter qu'ils ont encore de grosses difficultés par rapport à du matériel qui n'est pas forcément adapté. Ils ont toujours des problématiques plus globalement de TMS. Donc là encore, il y a beaucoup à travailler d'une manière paritaire, je pense, sur ce sujet-là. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est celui, effectivement, je l'ai abordé, de l'impact des changements sur le travail, puisque aujourd'hui encore, ils sont quand même considérés comme plutôt néfastes à l'activité des uns et des autres. Et ça questionne énormément, même de la part de dirigeants. Et ça questionne réellement les démarches de conduite, hein, de communication, de conduite et d'accompagnement de ces changements. Voilà. Merci. Du coup, un instant. Voilà. Du coup, merci pour cette intervention et cette présentation du baromètre qualité de vie au travail. Du coup, sans plus tarder, je vous rappelle que vous avez la possibilité de mettre des questions sur le QVR. Je vois qu'il y en a déjà 2. On y répondra
à la fin de ce webinaire. Nous passons tout de suite au témoignage. Donc, un premier témoignage donc, de Pierre Périlou de l'UMT, Mutualité Terre-Doc. Donc, peut-être déjà pour amorcer un peu la discussion et votre témoignage, est-ce que vous pourriez nous présenter votre structure et présenter surtout le baromètre que vous avez mis en place dans votre structure et quels enseignements vous pouvez nous apporter aux participants pour qu'ils puissent eux-mêmes reproduire cette expérience. Oui, bonjour à tous, tout d'abord. Quelques mots de présentation. Donc, je m'appelle Pierre Périlloux, je suis DRH d'une structure de 900 salariés. Donc, nos périmètres d'intervention, c'est pour un tiers du personnel, on est dans des SSR et EHPAD. Un autre tiers, on est présent sur une filière domicile avec des services à la personne et des services de soins infirmiers à domicile. Puis le dernier tiers, c'est assez disparate, autour des biens médicaux, dentaires, optiques, audition, crèche. Donc moi, je vais faire un retour d'expérience pratico-pratique de terrain, puisque c'était le sujet pour lequel j'ai été sollicité. C'est un projet qu'on a initié, nous, la mise en place du premier baromètre social à l'échelle de l'entreprise. Parce que je précise que précédemment, on avait eu des expériences de baromètres sociaux sur des établissements de santé. Là, c'est la première fois qu'on a mis en place un baromètre à l'échelle de l'entreprise. Donc, c'est un projet qu'on a initié en juin 2019, sachant que le baromètre a été mis en œuvre donc, en janvier et février 2020. Alors, quand je dis initié, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai voulu éviter absolument, c'est que ce soit le baromètre de la direction. Parce que le sujet du webinaire, c'est quand même le dialogue social. Et donc, la première étape qu'on a entreprise, là, c'est d'abord de travailler avec les partenaires sociaux. Nous, on a une commission santé. Puis, on leur a posé la question directement. Voilà, on a envie de sonder le personnel sur l'appréciation de leur qualité de vie au travail. Est-ce que vous êtes OK pour bosser avec nous sur le sujet? Voilà, donc, et partant de là, on a mis en place un groupe pluridisciplinaire avec des représentants des équipes RH, représentants des 4 syndicats, parce qu'on a 4 syndicats, évidemment les membres de la commission santé, et puis on a intégré également les équipes qualité, voilà, les responsables qualité qui ont toujours un regard intéressant sur ce sujet. Bon, voilà, la première étape, juillet, présentation en commission santé. On a sollicité l'avis du CSE, bon, sachant qu'il y avait un peu de tactique derrière, hein, puisque si la commission santé était favorable, nécessairement le CSE allait l'être aussi, hein, puisqu'ils ont suivi l'avis de la commission spécialisée. Et puis on a bossé plus pratiquement sur le sujet à l'automne, hein, septembre-octobre. Moi, ce que j'ai apprécié dans le baromètre Quorum, c'est que on a un rail quand même qui est assez structurant, hein, pour ce type d'approche. C'est-à-dire qu'on avait quand même un canevas de questions. Voilà, ce qui est dédié à l'intro, hein, qui prennent un quart d'heure pour y répondre, avec une certaine liberté. Si nous souhaitions aborder d'autres sujets que ceux qui étaient proposés dans les questions quorum, on pouvait le faire. Après, on a souhaité quand même garder le maximum de questions du baromètre quorum, puisqu'évidemment, l'intérêt majeur de ce baromètre quorum, c'est de pouvoir se comparer avec des autres branches du secteur sanitaire et médico-social. Et c'est vrai que si on enlève trop de questions du baromètre, ça perd complètement sa raison d'être, qui était pour moi la comparaison. Donc, on a dû laisser 95% des items. Et puis, quand même, on a créé des items particuliers, notamment autour de la communication, parce qu'on pensait avoir des déficiences en la matière. Donc, on a créé une batterie de questions autour de la com. Bon, voilà, donc ça nous a pris 2-3 mois là, pour caler la communication, comment on allait s'y prendre, quel message on allait faire passer, est-ce que le temps de réalisation du baromètre a été intégré sur le temps de travail ou pas. Voilà, tous ces petits détails qui font ou pas que le baromètre, au final, est un succès. Et puis, en janvier-février 2020, on a lancé ça. Avec les partenaires sociaux qui se sont quand même impliqués sur le terrain pour que les gens puissent s'exprimer. On a au final obtenu un taux qui est, alors ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, un taux global de 53% de participation, qui à titre personnel m'a un petit peu déçu quand même, parce que on avait un objectif d'atteindre 60%. Après, qui est vraiment à relativiser en fonction des activités.
concernés. On a des activités voilà, comme l'optique, l'audition, les crèches, le dentaire, on a frôlé les 80%, 70-80%. La filière domicile, paradoxalement, puisqu'on aurait pu penser que voilà, participer à un baromètre digitalisé en plus, ça aurait pu freiner la participation. Au contraire, on a une belle participation sur ce secteur et c'est une chouette satisfaction, autour de 65%. Et étonnamment, dans des collectifs, voilà, établissements de santé, EHPAD, où les gens, honnêtement, ils ont les ordinateurs à portée de main s'ils le souhaitent. Et puis, ils sont sur place, il n'y a pas de difficulté. On les libérait de leur temps de travail. Là, on a eu des taux un peu décevants, autour de 35 à 45%, ce qui rend évidemment l'exploitation des résultats bon, encore exploitable, mais du coup, on met un peu plus de prudence quand même dans les conclusions qu'on peut tirer de cette exploitation de résultats. Et puis, le Covid est arrivé. Voilà, donc, on était janvier-février. On était parti dans une dynamique, normalement, où on devait, avec l'appui de Corom, avoir un regard extérieur en plus sur l'analyse de nos résultats, mettre en place des ateliers, dégager des thématiques. Bon, voilà, la réalité des choses, c'est qu'on a suspendu, comme tout le monde, suspendu ce projet-là sur mars, avril, mai. Bon, comme on avait quand même mouillé la chemise pour que ça se passe bien, on a souhaité reprendre le flambeau au mois de juin. C'est ce qu'on a fait. Donc, en juin, juillet, on a travaillé sur une présentation globale des résultats. Et puis, on les a restitués activité par activité, service par service, avec un temps d'échange. Voilà, sur cette conclusion-là, on s'y retrouve, celle-là, on ne s'y retrouve pas. Pour quelles raisons? Il y a eu un temps d'échange avec toutes les équipes. On a laissé ce temps-là de juillet, août, septembre pour présenter nos résultats sur le terrain. Et ce que nous devions faire, mais là, encore une fois, le nouvel épisode de confinement me perturbe un petit peu. Nous devions, mais on va quand même le faire, travailler désormais sur l'identification des axes clés et la mise en œuvre d'un plan d'action sur les 2 derniers mois de l'année. Donc voilà factuellement où nous en sommes. Bon, je l'ai fait de manière très, très synthétique. J'espère que ça correspond à ce qui était attendu. L'important pour moi, ça a été l'association des partenaires sociaux dès le départ pour éviter que ce soit le baromètre de la direction qui aurait généré une participation qui serait restée autour des scores habituels de 40%, 35-40%, ce qu'on voulait éviter. Merci pour votre présentation. Je pense qu'il y aura des questions à la fin concernant ce témoignage. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Pascal Weiss, puisque la QVT, alors comme vous le savez, ce webinaire est dédié à la qualité du haut travail, à la présentation du baromètre de Corom. On aborde de manière plus large la QVT. L'UDES considère que la qualité du haut travail n'est pas un sujet en soi, mais un sujet transversal qui permet d'aborder de nombreux sujets, à savoir le numérique ou le dialogue social, qui est le cœur de l'activité de l'UDES. Donc Pascal, est-ce que tu peux nous présenter des outils, des expérimentations qu'a pu mettre en place l'UDES en faveur des entreprises d'un territoire ou de plusieurs territoires? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui sont à votre disposition sur le site de l'UDES, tant sur le diagnostic d'accompagnement pour évaluer les risques professionnels engendrés par le numérique, que des outils de transformation au numérique, ou alors encore le guide sur le dialogue social. Et je vous conseille d'aller les voir parce que ces outils sont riches. Donc, c'est des outils qui ont été faits au niveau national avec des remontées du régional, mais c'est quand même très intéressant et très constructif. Il faut savoir que l'UDES est vraiment, vraiment axé sur les problèmes que l'on rencontre dans notre secteur, c'est-à-dire les problèmes d'attractivité, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'ESS, par moment, n'arrive pas à recruter, le maintien à l'emploi, parce qu'aussi, on a des problèmes de qualité du travail, mais pas que, d'ailleurs. Et que le baromètre QVT montre qu'à bien des égards, il reste encore beaucoup de points d'amélioration. Donc, il y a une expérimentation qui s'est faite. Alors, c'est vrai que l'Occitanie est un peu en retard sur toutes ces expérimentations.
parce que l'UDES en Occitanie a eu du mal à se mettre en place. Aujourd'hui, quand même, on commence à être proactif et on lance, par exemple, Guy, on pourra en parler, mais il y a une ERDS qui s'est mise en place en Occitanie. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On n'était pas forcément reconnu. L'UDES a eu du mal à se faire reconnaître déjà au national, puisque c'est 2014, hein, et au niveau régional, mais on est très actif. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on fait ce genre de webinaire et qu'on essaye de vous proposer des outils. Et donc, sur 5 régions qui sont le Grand Est, la PACA, Bourgogne-Franche-Comté et la Bretagne, il y a un lab QVT qui s'est mis en place. Je vous conseille d'aller voir le site. On va vous donner toutes les informations pour vous connecter. Et sur chaque région, il y a des expérimentations qui se font pour essayer de trouver des solutions à fort potentiel pour améliorer la qualité de vie au travail. C'est afin de favoriser l'essaimage sur tous les territoires et ce genre de choses, peut-être, ça a été fait en lien avec l'ANACT, qu'on pourra peut-être le faire un jour en Occitanie. Pour l'instant, on n'y est pas, mais pourquoi pas. On pourra se joindre à l'expérimentation. Et c'est vraiment, ce lab QVT, il a été fait afin de pouvoir améliorer les conditions de travail et trouver des leviers efficaces pour renforcer l'attractivité des métiers de l'ESS. Je peux faire un petit zoom peut-être sur chaque outil. Hein. Donc, sur la QVT, dans le numérique, on a mené une activité avec les partenaires d'Itactem et AG2R La Mondiale. C'est un outil de diagnostic et d'accompagnement à la mise en œuvre afin d'aider les structures et à l'évaluation des risques professionnels qui sont engendrés par la transformation numérique, parce qu'on sait bien que quand même, on a vu qu'on avait beaucoup de salariés qui ont plus de 45 ans et qui, pour certains, n'ont pas forcément, je me mets dans le lot, qui n'ont pas forcément la notion de l'ordinateur. C'est plus compliqué qu'un jeune qui sort de l'école et qui manie tous les jours Outlook ou ne serait-ce que Word et Excel. Donc, comment on peut transformer l'offre numérique dans l'entreprise et elle propose aussi des plans d'action et de prévention personnalisés. Donc ça, c'est l'outil. Il y a ensuite qui a été développé avec l'OPCO et les partenaires sociaux de l'ESS, un outil pour accompagner encore la transformation numérique et qui permet de faire un autodiagnostic de votre structure sous la forme d'un questionnaire qui permet de réaliser la maturité numérique, vers quoi vous pouvez aller. Et pour rappel aussi, certains OPCO accompagnent cette transformation. Donc, vous pouvez vous retourner votre OPCO. Par exemple, l'OPCO Santé a jusqu'à la fin de l'année, alors je ne sais pas, une action envers les entreprises, les petites et moyennes entreprises, qui permet de faire un diagnostic au sein de l'entreprise et vous accompagner vers cette transition numérique. Il y a aussi je vais faire un petit zoom sur la QVT, donc pour améliorer le dialogue social dans une entreprise. Ça a été organisé avec le soutien de la Direct. Il y a eu 8 sensibilisations au dialogue social auprès des entreprises de moins de 50 salariés en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, chaque région, effectivement, essaye de travailler, essaye de développer des outils, mais qui après remontent au national et qui nous permettent de diffuser des guides. Ces moments ont réuni 116 dirigeants et salariés. Ça a été animé par un chercheur et les sessions ont fait intervenir paritairement une organisation patronale et une organisation de salariés pour présenter les bonnes pratiques du dialogue social dans les TPE de l'ESS. Donc, ce guide-là, je vous conseille de le télécharger ou d'aller le regarder. Voilà, ça se poursuit. Toutes ces actions se poursuivent entre 2000 et 2021 et c'est en direction des petites entreprises de l'ESS. Voilà. En Occitanie, mais comme je vous l'ai dit, on souhaite s'engager sur ce type d'action dans les années qui viennent, mais pour cela, c'est une question de partenariat. Alors là, on fait un partenariat avec Corom, mais on peut faire aussi un partenariat avec l'ANACT. On a pu faire aussi des actions avec l'OPCO. Donc là, ou avec la CRES aussi, il y a des actions qui sont faites. Il y a des webinaires avec la CRES qui peuvent se faire.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'ESS et on va peut-être répondre aux questions parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes et notamment celle de l'ERDS. Peut-être que tu peux répondre, Guillaume, sur la mise en place de... Oui, bien sûr. Plusieurs questions ont été posées. Je vois que nos intervenants ont pu répondre à certaines d'entre elles. Je pense on peut les détailler de vive voix également. Par rapport au webinaire, donc, en effet, il est enregistré. Il vous sera restitué dans un article prochainement écrit qui vous fera un petit débrief de ce qui a été rapporté par les intervenants. Et le PPT sera diffusé à cette occasion. Donc, il sera disponible sur les sites internet de l'UDES et les sites de Quorum, et le site de Quorum. Concernant l'accompagnement de Quorum, est-ce que peut-être Nathalie ou Monsieur Delbar souhaitaient intervenir pour détailler un petit peu? Oui, bah, je peux peut-être commencer juste en vous invitant à visiter notre site CIDES, www.quorum-cides.fr, sur lequel vous allez retrouver l'ensemble de nos ressources. Alors, il y a d'une part l'accès au calendrier de nos webinaires et puis également la possibilité de vous abonner librement à notre newsletter pour connaître un peu tous nos événements. En matière de QVT, plus précisément, je dirais qu'on a plusieurs niveaux d'intervention. Il y a d'abord les webinaires comme aujourd'hui, plus pour identifier les enjeux et comprendre un sujet. Pour aller plus loin, ensuite, vous pouvez avoir accès à des fiches et à des guides pratiques pour approfondir vos connaissances, vous inspirer des méthodes et des pistes d'action éprouvées. Voilà. Et enfin, pour aller plus loin, on l'a vu, on propose également pour les structures de taille significative à partir de 300 le baromètre QVT en intra. Nathalie, tu peux peut-être rajouter quelques points? Oui, oui, mais c'est ça. Effectivement, sur le site, en rentrant par votre SIRET, je crois, au numéro d'adhérent, hein, voilà, vous avez accès à l'ensemble des productions, donc par thématique, que ce soit des référentiels, des documents papier, des webinaires, voilà. Donc tout ça, c'est en accès libre pour tous les adhérents. Et puis après, par rapport à une demande bien particulière, vous pouvez donc nous contacter, voilà, et on vous expliquera ce qu'il est possible de faire dans ce cadre-là. C'est vrai que là, on a pas mal de demandes autour de diagnostics. Il y a des problèmes d'absentéisme, risques psychosociaux, sachant qu'il y a un dispositif avec le HDS, hein, c'est le haut, je ne sais jamais, haut degré de solidarité. Pardon? De solidarité. De solidarité, voilà, qui permet en plus d'avoir un financement bon, limité, je crois, 7-8 jours là, dans ce cadre-là. Voilà. Et on pourra vous renseigner sur tous ces points-là en fonction de vos attentes. Oui, juste pour finir, effectivement, dans le cadre du degré élevé de solidarité, en fonction de votre branche, de votre convention collective, vous pouvez solliciter une aide financière pour financer des actions de prévention. C'est le cas sur la CCN 66, c'est le cas sur la BAD. Donc, on pourra vous renseigner sur ce point si vous êtes intéressé. Et pour finir, je voulais vous dire également, pour revenir sur le site du CIDES, même si vous n'êtes pas adhérent chez Quorum en prévoyance, vous avez déjà accès à un certain nombre de ressources en accès libre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à visiter le site. Merci pour ces éléments de réponse. Je vais peut-être répondre également à la question sur le dialogue social, comme tu m'as invité à le faire, Pascal. Concernant donc l'espace régional de dialogue social de l'économie sociale et solidaire, il y a en effet un projet de sa mise en œuvre en Occitanie. Il faut faire, étant donné que c'est un projet multipartite, il faut prendre le temps de rencontrer les différents acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels ou les partenaires sociaux, donc les organisations syndicales de salariés, afin que nous ayons vraiment tout le monde dans une même barque. Aujourd'hui, il existe, pour votre information, 6 ERDS en France.
Et le but, c'est de couvrir l'ensemble du territoire national. Dans ces 6 régions où ils existent pour le moment, ce sont des vrais fers de lance sur le territoire qui permettent à la fois de montrer qu'on peut faire avec les organisations syndicales de salariés en bonne intelligence, améliorer les conditions de travail dans les entreprises et surtout aller au-devant des plus petites structures qui ont besoin d'un soutien et d'un accompagnement sur des territoires éloignés. Et c'est là tout un enjeu, comme on a pu le préciser avec en Auvergne-en-Alpes. Et puis, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés aussi à travers cet espace régional, des thématiques comme on a pu les aborder qui sont le numérique, des thématiques qui portent sur l'emploi, le développement des compétences. Donc voilà, de toute manière, ces éléments seront rapidement portés à votre connaissance. Et il y a peut-être une autre question qui a été posée, cette fois-ci pour vous, Monsieur Périlou, concernant le dialogue social dans votre entreprise. Comment est-ce que vous avez pu euh, vous en servir pour travailler avec les partenaires sociaux ou travailler avec les salariés? Est-ce que ça a été un frein? Est-ce que ça a été au contraire un moyen de développer une meilleure collaboration? Quel est votre retour là-dessus et comment est-ce qu'on peut se servir du dialogue social comme un levier sur ce type d'expérimentation? Je sais que vous avez répondu en partie, mais il y a Oui, en fait, je vais redire peut-être sous une autre forme ce que j'évoquais tout à l'heure. Le dialogue social, en fait, ça a été dans la méthode. C'est-à-dire qu'on a une méthode participative où, honnêtement, hein, quand il y avait un partenaire social, un syndicat qui voulait travailler tel thème, déjà, on se demandait si ce thème-là, il n'était pas déjà travaillé à travers des questions qu'on posait, ou alors est-ce qu'il fallait qu'on crée de nouvelles questions. On a fermé la porte à aucun sujet. Et ça a été une démarche participative. On était une dizaine. Ça a été une belle parenthèse, hein, parce que chacun a eu son mot à dire avec des regards différents entre RH, qualiticiens et syndicats. Et au final, c'était le baromètre de tout le monde. Et c'est ça qui est important, en fait. Moi, je voulais porter des sujets, donc je les imposais, mais par contre, je ne fermais pas la porte à d'autres partenaires qui pouvaient avoir d'autres sujets qui m'intéressaient moins, mais qu'ils considéraient, eux, intéressants. Merci pour ces éléments de réponse. Moi, je voulais juste insister, Guillaume, sur la transition numérique et sur en cette période Covid, quand même, sachez que voilà, le télétravail est recommandé, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore équipées pour pouvoir permettre le télétravail à certains de leurs salariés. J'insiste vraiment sur le fait qu'il y a des budgets qui ont été alloués par l'État, mais aussi par la région pour cette transition numérique, et que vous avez des OPCO qui sont là aussi pour vous aider à former vos salariés. Donc, n'hésitez pas, les crédits, je ne sais pas s'ils seront renouvelables ou pas, mais n'hésitez pas à vous retourner. Vous avez encore quelques temps, enfin, vous avez au moins 2 mois, puisque c'est déjà sur 2020, c'était le cas. Je pense que 2021, ça va continuer. Ne passez pas à côté de ces beaux opportunités. Merci de faire ce rappel qui est juste essentiel dans cette période. Sans plus de questions, puisque je ne vois pas d'autres questions posées, je vous propose de conclure. Si les intervenants veulent faire un mot de la fin, c'est possible. Et puis, je vous propose de terminer ce webinaire avant et demi. L'intervenant souhaite conclure, peut-être? Oui, si je peux rajouter un mot, peut-être, Oui. si c'est possible. Parce que sur le plan du dialogue social, c'est vrai que j'ai parlé de la méthode, mais quand même, je voudrais rajouter quelque chose. C'est une année particulière avec ce Covid. Et puisqu'on parle de baromètre, et puisqu'on l'a initié, voilà, pour qu'il y ait un dialogue social construit jusqu'au bout, construit jusqu'au bout, ça veut dire quand même que malgré les difficultés, on va s'efforcer de mettre en place un plan d'action qui est digne de ce nom. Voilà, pour que la confiance qu'on nous a apportée, les partenaires sociaux et les salariés, se traduisent aussi par quelque chose de pratique, d'efficace et pas que sur de la théorie. Voilà, c'est aussi important de mettre des actions derrière des analyses de résultats de baromètre. Voilà. Merci. Oui, moi je dirais que là, M. Périou a dit un mot important, c'est cette notion de confiance, quoi. Hein, c'est dans la confiance que voilà, les partenaires sociaux vont construire
définir des choses et puis derrière, que seront mis en place des actions voilà, qui vont aider et notamment là, essayer de passer ces moments difficiles, quoi, hein. Donc là, on est bien conscient qu'il y a des priorités qui vont se redéfinir. Il va y avoir beaucoup de questions. Les gens ont déjà vécu un premier confinement, donc voilà. Il y a aussi l'appréhension de tout ce qui s'est passé déjà avant. Voilà, voilà. Donc nous, on va essayer au niveau de Quorum, à ce titre-là, d'essayer d'accompagner. En tout cas, on est à l'écoute des préoccupations immédiates, voilà, des entreprises qui souhaitent revoir un peu leur organisation, leur mode aussi de management. Voilà. Donc on organise d'ailleurs à ce titre-là une webconférence là, le 12 novembre sur ces questions de réflexion autour de modification ou pas la posture du manager, hein, pour aider les salariés à passer cette crise, quoi. Voilà. Bon. Merci à tous, peut-être. Voilà. Oui, merci à tous. Excellente journée. Et merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.